Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Alors aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un épisode bonus avec des séquences coupées d'anciens épisodes. Il y aura l'épisode avec Morgane, l'épisode 6, l'épisode 7 avec Marianne et Yofine, l'épisode 10 avec Ivanka et Lisa et l'épisode 15 avec Laura et Alux. Et on parle de plein de sujets qui ont des fois des rapports avec l'épisode et des fois pas. On parle par exemple de galères de bus avec la RATP, d'homophobie dans les communautés non blanches, et on parle aussi de validisme intériorisé et de décriminalisation du travail du sexe. Wouh, j'y suis arrivée. Et après, il y a aussi quelques recommandations culturelles en bonus. Et je parlerai un peu de l'avenir du podcast et du format, du nouveau format que j'ai en tête. Voilà, je vous laisse avec les séquences coupées. Parce que oui, j'ai des capacités qui sont peut-être différentes que toi, Jean-Michel Valide, mais c'est pas une raison pour laquelle ça te donne le droit de me fermer des portes, littéralement, quoi. C'est pas parce que je peux pas marcher que c'est ok que je puisse pas prendre le métro, en fait. C'est pas normal. D'ailleurs, attends, je fais un time-out 2 secondes, mais t'avais fait ton dernier post là sur l'accessibilité, la RATP à Paris et tout. Ouais, Et moi, en passant, en montant à Rennes pour mon déménagement, je suis passée par Paris. Et il m'est arrivé un truc très classique des bus parisiens qui m'est pas arrivé qu'une seule fois d'ailleurs, alors que j'habite même pas à Paris. Mais tu sais, genre j'arrive à Gare de Lyon et je vais pour prendre le bus. Et le chauffeur, il arrive pas à faire sortir la rampe. Et du coup, il me dit bah non, attendez le prochain. Et il s'en va. Et voilà. Et le pire, c'est qu'on était deux personnes en fauteuil. Et il y avait un monsieur avec ses deux gamins. Et ces deux gamins qui avaient genre, je sais pas, 8 10 ans. Et les gamins, ils savaient mieux que le chauffeur comment faire marcher la rampe. Genre, c'était n'importe quoi. Enfin voilà. Fin de la parenthèse, mais c'était... là, mais ça, c'est vraiment daily life d'un handi ouais, en France, quoi. Bah, du coup, t'attends 20 minutes le prochain parce que t'as que ça à foutre, en fait. C'est vrai que t'as handi, ton temps ne compte pas. c'est ça. C'est n'importe quoi. Déjà, c'est marrant parce que je t'avoue que je n'utilise jamais le terme invalide. Oui, moi non plus, c'est vrai. Pour moi, il y a des hommes qui sont handi, comme moi je suis handi, mais c'est juste une manière de faire avec nos corps pluriels, mais personnellement, je trouve pas qu'on est invalide. De toute façon, je trouve que le terme valide en français est très... Enfin, j'ai un peu du mal. Très médicalisé, je crois. Ben, moi, je trouve qu'il est très connoté à être productif et efficient et à cocher une espèce de toutes les cases, tous les organes sont là, tous les trucs fonctionnent bien, alors que les choses, c'est plus complexe que ça, quoi. Ouais, ouais, bah en fait, je crois que c'est ça, l'origine du mot valide de base, c'était les personnes qui pouvaient pas travailler, c'était les personnes invalides, tout ça. Enfin, je crois que l'origine de base, ça vient de là, et oui, clairement, c'est très... c'est limite, quoi. C'est très mécanique, quoi. Très, ouais, mécanique. Je dirais Andy alors. Non, mais c'est parce que je me dis que si les personnes nous entendent, je me dis que ça peut peut-être être rude pour des hommes handis d'entendre. Je sais qu'il y a des personnes handi qui l'utilisent, d'autres pas. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, c'est assez complexe. Mais ouais, pour revenir, enfin, moi, je sais que pareil, quand j'étais ado, j'avais ce truc de jamais je sortirais avec un mec handicapé. Enfin, c'était pas possible dans ma tête. Et là, à bientôt 30 ans, je n'ai plus envie de sortir avec des mecs cis valide, blanc, hétéro. Donc comme ça, je suis un peu passée d'un extrême à l'autre en fait. C'est assez drôle quand j'y pense. Mais ouais, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de validisme intériorisé et que ça prend beaucoup de temps pour le déconstruire. Et donc forcément, ouais, il y a beaucoup de violences intracommunautaires, tout ça. Enfin, vaste sujet. Ah ouais, ouais, mais
Un épisode pour en parler, c'est complexe, hein. Il y a tellement de choses à dire. C'est clair. Mais même tel quel, le validisme intériorisé, c'est quelque chose de très, ouais, c'est très rude à déceler en soi parce que comme nos corps sont souvent perçus comme pas assez ou pas valables, du coup, on a fort aussi dans nos éducations, dans nos familles, dans nos institutions ou quoi, bah, acquiescer et vraiment, on ne fait même plus attention, mais on le valide aussi, en fait, ce truc de nos corps ne sont pas assez, ne sont tels qu'ils sont, il leur manque quelque chose ou ça ne va pas par essence, alors que c'est juste une autre manière, en fait, d'être. Je l'ai ressenti énormément quand j'étais petite, jusqu'à mon adolescence, enfin jusqu'à maintenant en fait dans mes études, j'ai l'impression que je suis pas, partout où je suis, j'ai l'impression que je suis il me manque un truc. On me fait sentir qu'il te manque quelque chose pour que tu sois, je sais pas, comblé, dans une espèce de bonheur absolu ou je sais pas quoi. Et du coup, ben, ça m'a tellement perturbée cette sensation de en fait, il te manque un truc, tu n'y arriveras jamais. Ça m'a tellement perturbée que, ben, tu finis par douter en fait. Tu finis par douter et tu te reconnais plus. Et ça prend du temps pour te remettre, en selle, te dire: «Bah, en fait, non, il me manque rien du tout, je suis comme ça et voilà quoi, c'est à prendre ou à laisser». Je l'ai pas précisé, on l'a pas précisé nos origines, mais il est vrai qu'il y a des communautés, donc je veux dire non blanches, qui ont un gros, gros rapport avec la sexualité qui est de l'ordre du tabou et c'est une vague énorme quand on est soi-même, handi. Parce que déjà pour, on va dire, ceux qui rentrent dans leur moule acceptable comme, l'hétérosexualité, c'est même des sujets qu'on n'aborde pas, en fait. Je pense à la Russie, ils vont dire, les homosexuels, il y en a pas en Russie. On a encore, dans le monde des croyances comme ça sur, «Non mais ça n'existe pas, c'est un truc d'occidentaux». Vous devez l'entendre ça. Non mais ça c'est une maladie occidentale, comme si, il y avait, ouais une scission pardon entre, l'Orient et l'Occident. J'ai écouté pas mal de témoignages de personnes, racisées, queer qui disaient que quand elles en parlaient à leur famille ou quoi, leur famille leur disait: «Non mais ça existe pas chez nous, c'est une maladie de blancs». Moi, j'ai bien envie de rebondir là-dessus pour donner un petit message d'espoir. Ça se passe pas toujours comme ça dans toutes les familles racisées. Donc, je suis noire et ma famille aussi est noire. Et non, enfin, de mon côté, en tout cas avec mes proches, très proches, donc mes parents, mes frères et sœurs, mes cousines, mes cousins, j'ai jamais eu de problème, d'homophobie, de lesbophobie, enfin, pas du tout ce genre de soucis. Donc ça s'est très bien passé et ça n'a pas été une question, en fait, avant, si on doit parler de coming out, j'ai pas vraiment la sensation d'avoir eu à faire un coming out. Peut-être que je devais avoir 13 ou 14 ans et on a trouvé une photo de moi qui était en train d'embrasser, une de mes copines d'enfance parce qu'on avait joué au jeu de la bouteille, vous voyez? Et donc il fallait qu'on s'embrasse et ma tante a vu cette photo, elle m'a dit: «Ah, tu embrassé, et en fait, c'était pas une question. J'ai dit: «Oui, j'embrasse des filles, j'embrasse des garçons» et voilà, c'est tout. Donc j'ai pas eu à faire de déclaration. Après, un peu plus tard, quand j'ai eu une copine un peu plus, fixe, où c'était une histoire un peu plus sérieuse, là, je leur ai rappelé quand même, je leur ai rappelé, que c'était une fille qui allait venir à la maison et qu'on n'est pas juste des bonnes copines, on est, des très bonnes copines et puis, c'est tout. J'ai pas eu de problème là-dessus, mais par contre, là où ça a posé question, où j'ai eu des commentaires, qui m'ont un peu fait de la peine plus tard, que ce soit, du côté de ma famille ou même, d'autres connaissances, à me demander si tout à coup, ma queerness, se développait plus parce que j'avais peur des hommes et que je me sentais plus, safe avec des femmes en tant que personne handicapée. Et je voudrais décorréler totalement ces 2 éléments. Non, pas du tout.
Donc je sais pas pour les autres, mais mon identité, mon orientation sexuelle n'a aucun rapport avec, mon identité handicapée. Là, on est en train de réfléchir, du coup, c'est hyper intéressant la décrime parce que, bah, ça nous donne à réfléchir de, beh, comment on va faire pour pas non plus tomber dans un truc où on se fait exploiter par l'État et en même temps prendre en compte toutes les réalités des TDS. Parce que pour moi, il y a autant de façons de faire de TDS que de TDS. C'est vraiment, voilà, toutes les situations, elles sont hyper différentes. Et en même temps, voilà, en même temps, pouvoir être payé décemment, tout ça. Et du coup, on réfléchit vachement sur ces trucs-là et parce que c'était déjà toléré hein, en Belgique et donc là où c'était toléré, c'était déclaré en tant que soit masseuse, soit dans les filières artistiques, quoi. Performance, vidéo, pour les personnes qui font que de la cam, par exemple. Et je crois qu'on est vraiment là-dessus en ce moment de se dire, bah tiens, comment on fait pour avoir une loi? Parce que là, nous, on a eu la décriminalisation, mais on est en train d'écrire les lois. C'est pas tout décriminalisé, mais après, voilà, c'est qu'est-ce qu'on va faire des lois? Parce qu'il faut bien des lois. Et du coup, voilà, on est là-dedans et je trouve que c'est intéressant. Pour moi, ouais, c'est clair, c'est un travail artistique, quoi. Socio-artistique, social-artistique. Et pour moi, le travail du sexe, en tout cas dans ma pratique, elle n'est pas que au niveau des clients. Hein. Je veux dire, enfin, pour moi, le travail du sexe, c'est tout un travail. Et donc, ça va être, moi, je fais des workshops sur le BDSM, par exemple, sur comment construire des martinets, le rapport aux impacts, c'est quoi faire des fessées. Enfin voilà, il y a tout. Et j'ai l'impression ouais, que je réfléchis là-dessus. C'est vraiment un travail sur les sexualités et comment se les réapproprier parce qu'elles sont fort imprégnées de l'hétéropatriarcat. Hein, voilà. Ah, c'est trop, trop intéressant. Je sais pas si j'ai parce que là, ça commence à être un petit peu long, mais juste, est-ce que rapidement tu peux expliquer pour les personnes qui savent pas juste l'importance de la décriminalisation? Ah! Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est dur à dire. je, me suis, je me suis bien entraînée. La décriminalisation. Ben, en fait, c'est que ça rend, parce que jusqu'ici, le travail du sexe était un travail criminel. Ça relevait d'un crime. Du coup, ce qui fait que, ben, en France, il y avait la criminalisation du client, ce qui a été la pire loi passée ever and ever. Parce que du coup, ben, je pense que pour les TDS françaises, ça a été vraiment un coup dans leur pratique, voilà. En Belgique, c'était toléré, mais en fait, alors eux, ils ont tourné d'une autre façon, c'est que le travail n'était pas sanctionné, criminalisé, mais par contre, le profit entre guillemets que tu faisais dessus était criminalisé. Donc ça veut dire que c'est tout ton entourage. Par exemple, si tu payais ton loyer avec l'argent que tu t'es fait avec le travail du sexe, alors ton propriétaire pourrait être un proxénète. Mais c'est pareil en France, je crois, non? Ouais, c'est ça. En gros, même si t'offres un verre à un pote, ça. C'est ça. Et ben là, du coup, le fait que ça soit décriminalisé, tout ça saute. Et maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de, voilà, on est en train de travailler. Là, ça s'est passé en mars, je crois, hein, 2000 ou mai 2020, 2022. Oui, c'était au printemps, je me souviens. Ouais, c'est ça. On a bien fait la fête sur les terrasses. Donc maintenant, c'est ça que je dis. On est en train d'écrire les lois. Donc pour l'instant, il n'y a pas de, on peut pas dire réellement qu'est-ce que ça change. Mais ce qui est quand même vachement cool en Belgique, c'est que du coup, pour la décriminalisation, il y a eu un travail de fond qui a été fait par Utopie, qui est une association, une ASBL, comme on dit ici, de travailleurs et travailleuses du sexe. C'est Utopie, l'Union des travailleurs travailleuses du sexe organisés pour l'indépendance. Et donc, qui ont été associés au processus depuis des années et des années. Après, ça fait bien 10 ans qu'il y a le travail dessus.
et du coup sont aussi associés aux mécanismes pour écrire les lois. Donc c'est quand même vachement bien. Bah, carrément, carrément. Ouais, c'est important d'en parler parce que, enfin, le problème en soi, c'est pas le TDS. Le problème, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est toujours pareil. C'est comme le problème, c'est pas le handicap. Le problème, c'est le validisme et comment les personnes handicapées sont perçues et traitées dans la société. Voilà. Et ben, c'est la même chose pour les TDS, ok? Vraiment, les gens, renseignez-vous. J'en ai marre de cette putophobie et tout là. Alors que, encore une fois, je suis même pas concernée. Donc, vraiment, force à vous, les adelphes TDS. Merci. Bah oui, mais après, c'est comme toutes les stigmatisations, et puis plus il y en a. Mais c'est là où, pour moi, je trouve que c'est important l'intersectionnalité. Ou des fois, toi-même, avec tes identités, t'es intersectionnelle, quoi. Voilà, moi, je suis racisée, je suis grosse, je suis une personne au genre fluide. Voilà. Et du coup, ben, je sais ce que c'est que l'intersectionnalité à l'intérieur, déjà. Mais je trouve on perd de plus en plus dans les différents lieux de lutte cette intersectionnalité. Oui, c'est vrai que maintenant c'est un peu un mot fourre-tout et on l'emploie un peu à tort et à travers et ça a un peu perdu de son sens. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler qu'à la base, le concept d'intersectionnalité, ça a été inventé et créé par une femme racisée, une femme noire qui était avocate et qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et voilà, c'est important, surtout les personnes blanches, hein, de savoir d'où ça vient quand vous utilisez des termes, s'il vous plaît. Merci. Grave, tellement. Et puis ouais, l'intersectionnalité dans les intimités. C'est ça que je trouve que c'est le plus intéressant parce qu'on en parle, on dit des grands mots et tout, mais c'est quoi l'intersectionnalité dans nos intimités, dans l'intimité? Quand le politique il touche à l'intime, franchement, souvent, ça fait péter des trucs, hein. Ça fait péter des idéaux, hein, je vous le dis, moi. Me revoilà pour vous parler des recommandations culturelles. Alors, pour ces dernières recommandations culturelles de la saison, il y aura un livre, un podcast et évidemment une série, car je ne peux pas finir ce podcast sans série. La première dont je voulais vous parler, c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans un ancien épisode, mais cette fois c'est le tome 2 du coup, parce que c'est une série en 3 tomes. Et c'est le tome 2 de Tant qu'il le faudra, un roman jeunesse qui parle d'un magazine associatif LGBT parisien. Et donc on suit toute une bande de jeunes gens queer. Et au niveau représentation, c'est super. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je le redis parce que Cordelia, qui est l'autrice du coup, fait vraiment beaucoup d'efforts et de choses bien pour la représentation des minorités dans ce livre. Et ce qui est encore mieux, je trouve, que dans le premier, c'est que le deuxième tome est plus gros que le premier. Et du coup, il y a plus de détails sur des nouveaux personnages qu'on n'avait pas avant. Il y a notamment un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Sen, qui est une personne non-binaire et autiste et racisée, dans lequel je me suis beaucoup reconnue. Et il y a aussi le personnage de Jade, dont j'avais déjà parlé, mais qui est aussi super, qui est une meuf handicapée en fauteuil roulant et pansexuelle, je crois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, en fait, elle fait un peu de la pédagogie indirecte. C'est-à-dire qu'en suivant les histoires de ces personnages, on apprend des choses sur le validisme, sur le racisme, sur les queerphobies, etc. Et en même temps, on s'attache vachement aux personnages parce qu'ils sont top, hyper bien faits, hyper réalistes, et en même temps drôles et positifs. Donc, Tant qu'il le faudra, le tome 2, qui a été écrit par Cordelia, du coup, qui est une autrice queer, et là, à l'heure où je parle, le tome 3 vient de sortir il y a 3 jours. Et j'ai très hâte de le lire et d'aller dans ma librairie et de le commander. Et je vais lire ça cet été et ça va être chouette. Voilà, ça c'était la première reco. La deuxième du coup c'est un podcast qui s'appelle Déballe ton métissage, qui est un podcast qui a été créé par une personne qui suit le podcast d'ailleurs, qui suit H comme handicapé. Vraiment, merci Marine pour ton soutien. Je sais que tu vas écouter cet épisode du coup. C'était important pour moi de parler de ce podcast et aussi pour te rendre un peu l'appareil parce que je sais que voilà,
T'es une alliée de la communauté handi et on en a besoin de plus de gens comme toi. Donc voilà, c'est aussi pour mettre en avant le travail de personnes racisées parce que je suis certes handicapée et queer, mais j'ai quand même des privilèges et l'un d'eux est la blanchité. Et justement, dans Déballe ton métissage, la blanchité est un sujet qui est abordé, avec aussi les traumas raciaux, la quête d'identité, car comme son nom l'indique, il donne surtout la parole aux personnes métisses et multiraciales. C'est hyper bien fait, c'est hyper pédagogique. D'abord, au début des épisodes, il y a certains termes qui sont expliqués, et ensuite il y a une discussion et un témoignage. Et c'est vraiment hyper bien fait, hyper qualitatif. On sent que c'est une personne neurotypique qui a fait ce podcast. Et c'est évidemment accessible. Il y a des sous-titres, des vidéos sous-titrées et des vidéos vraiment sous-titrées et pas juste des sous-titres automatiques. Genre, on sent que le travail de sous-titrage a été fait. Et ça, c'est important, évidemment, sinon j'en aurais pas parlé de ce podcast. Donc voilà, merci Marine, merci pour ton travail. Et le dernière reco que je voulais faire, c'était évidemment une série. Et je voulais parler d'une série qui s'appelle The Sex Lives of College Girls. C'est une série américaine qui, du coup, comme son nom l'indique, a pour personnage principal des étudiantes qui viennent d'arriver à l'université et qui découvrent, entre autres, les joies de la sexualité et des relations amoureuses, etc. Mais pas que. Et ça parle de plein de sujets, car, encore une fois, la diversité des personnages est bien faite, car ce n'est pas une série créée par un mec blanc de 40 ans. Et ça se sent, et c'est top. Ça parle du coup de racisme, d'homosexualité, et ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnages sont pas trop caricaturales. C'est pas des stéréotypes. Par exemple, il y a un personnage meuf lesbienne, et c'est pas le genre de personnage qu'on a l'habitude de voir. Pour ça, c'est vraiment top. Il y a aussi, et c'est pour ça que je voulais en parler, une actrice handicapée dont j'ai déjà parlé dans le podcast, Lauren Spencer, Lolo Spencer, qui a un petit rôle secondaire, mais qui est quand même qui est hyper bien fait, dans le sens où ce que j'ai bien aimé, c'est que son handicap, c'est un non-sujet total. C'est juste elle qui vit sa meilleure vie d'étudiante avec les autres élèves. Son handicap est un non-sujet et en même temps ça montre qu'on peut être handi et sortir et embrasser des mecs en soirée et s'amuser et etc. Et c'est top, mais le seul bémol c'est que je dirais qu'on la voit pas assez et que j'aimerais bien qu'on la voit un peu plus dans la saison 3. Et puis elle a un peu ce côté ressort comique, mais sans jamais se moquer de son handicap ou quoi que ce soit. C'est vraiment, elle est là juste pour faire rire les gens, mais elle se moque pas d'elle-même ou elle se dénigre pas, et ça c'est top aussi. Du coup c'est très drôle et en même temps pédagogique, ça parle de plein de sujets. Par contre c'est pas disponible en France, je crois que la saison 1 est disponible sur Amazon Prime si je dis pas de bêtises. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai mis en bonus, c'est que c'est pas très accessible en France. Moi, j'ai dû prendre un VPN pour la regarder, donc voilà, ça vous dit un peu la galère que c'est pour la trouver. Mais le truc chouette, c'est que ça a été reconduit pour une 3e saison, et ça, c'est assez rare pour des séries qui abordent ce genre de sujet. Donc voilà, The Sex Lives of College Girls, avec Lauren Spencer, entre autres. Et maintenant, je voulais vous parler de l'avenir du podcast, parce que j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode d'avant, mais je me suis rendu compte que je m'étais un peu emballée. Comme d'habitude, c'est l'impulsivité du TDAH qui a encore frappé, et je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas assez réfléchi au format encore, et que fallait que je creuse un peu plus le sujet. Parce que pour celles qui le savent pas, j'ai eu l'idée du podcast à la base pendant le tout premier confinement, donc clairement j'ai eu le temps d'y réfléchir, et quand j'ai commencé ce format-là, quand j'ai commencé le podcast, j'avais à peu près toutes les idées en tête, donc c'était assez simple, et là de changer de format, ça va être un nouveau petit challenge, mais c'est chouette, mais du coup voilà, j'ai encore besoin de temps pour y réfléchir. Mais déjà, j'ai fait quelques petites recherches, et j'ai trouvé un chouette moyen d'enregistrer les messages vocaux sur Instagram, de les télécharger plus exactement. Du coup,
Ça veut dire que si je fais des épisodes un peu plus participatifs où c'est les gens qui m'envoient des messages, vous pourrez le faire directement via Instagram en m'envoyant des vocaux et moi j'aurai qu'à les télécharger et les mettre sur mon logiciel de montage. Et ça c'est hyper pratique, ça va me faire gagner un temps incroyable. Et de toute façon c'est plus logique vu que la majorité de mon activité est sur Instagram et quand je fais des appels à témoignages c'est sur Instagram. Donc c'est beaucoup plus logique que vous m'envoyiez des vocaux sur Instagram. Et bien évidemment, pour les personnes qui n'ont pas Instagram mais qui voudraient participer, vous pourrez toujours m'envoyer des vocaux par mail en vous enregistrant sur votre téléphone. Et je voulais aussi préciser 2-3 trucs parce qu'il y a des choses dont je me suis rendu compte, encore une fois. Malgré le fait que j'essaye le plus possible de diversifier les handicaps, il y en a quand même quelques-uns qui reviennent très souvent, comme par exemple, je sais pas, au hasard, la paralysie cérébrale, ou le SED, le syndrome des nerfs dans l'os. C'est très bien qu'on parle de ces handicaps, mais ça serait chouette aussi qu'on parle plus de handicap psy, par exemple, de personnes qui ont un TDI, de personnes qui ont un trouble bipolaire, un trouble borderline, ce genre de handicap-là, parce que, encore une fois, malgré mes efforts, ça reste encore assez invisibilisé. Voilà, donc s'il y a des personnes qui ont ce type de handicap et qui veulent témoigner là-dessus, encore une fois, mes DM et mes mails sont ouverts. Et aussi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des autres identités de la communauté LGBT, parce qu'on en a parlé déjà de quelques-unes. Mais il y en a beaucoup plus, et je pense notamment aux personnes trans. Surtout vu la transphobie en ce moment, je pense que c'est important d'en parler. Donc encore une fois, s'il y a des personnes handicapées et trans qui veulent témoigner, parler de ces identités-là. Et aussi, je me suis rendu compte que, en fait, on a parlé de très gros sujets et de trucs hyper importants, et de racisme, et de travail du sexe, et de grossophobie, etc. Et c'est hyper important, et c'est super intéressant d'en parler. Mais ça serait bien aussi de parler de choses du quotidien. Et quand je dis choses du quotidien, ça peut être par exemple s'habiller. Genre les vêtements quand on est handicapé. C'est un énorme sujet en fait. On n'y pense pas, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je sais pas, les transports. On en a déjà un peu parlé, mais plus en détail. Enfin, en fait, toutes les petites choses du quotidien. En fait, il y a plein de sujets. Et encore une fois, il faut que j'y réfléchisse. Mais je pense qu'il y a de quoi faire et on n'est pas obligé de parler de trucs absolument énormes. Et c'est important aussi de parler de nos quotidiens et de... voilà. Et je voulais aussi préciser une dernière chose, c'est que... évidemment, les témoignages et les messages vocaux que vous m'enverrez pourront être anonymes. Là, pour le coup, c'est l'avantage aussi de faire ce format-là, c'est que en fait, j'arrêterai de mettre les prénoms en titre et les titres, ça deviendra juste les thèmes des épisodes et les sujets qui sont abordés dans l'épisode et pas juste les prénoms en fait. Du coup, s'il y a des personnes qui préfèrent rester anonymes, et je comprends tout à fait, c'est possible aussi. Voilà, c'était un détail important auquel j'ai réfléchi. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que ça commence à être un peu long et que je commence à être un peu fatiguée. Mais je vais réfléchir un petit peu à tout ça encore cet été et je reviendrai en septembre. Non, on va pas dire 2 mois, on va dire que je reviens à l'automne. Voilà. Je reviendrai à l'automne du coup avec un nouveau format. Car ce n'est pas la fin de H comme handicapé, mais c'est juste un petit renouveau parce que j'ai besoin de changement. Parce que sinon je vais arrêter et c'est pas ce qu'on veut. Juste merci, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Merci à toutes les personnes qui partagent le podcast, qui en parlent autour d'elles. Merci à toutes les personnes qui m'ont invité à des événements pour parler du podcast, à toutes les opportunités que j'ai eues. Merci aux Adelphes qui m'ont fait apprendre plein de trucs, vraiment, parce que quand je réécoute les anciens épisodes là, je me rends compte de l'évolution que j'ai eue dans mon militantisme et c'est trop bien et c'est grâce à vous, que ce soit par rapport au racisme, sur mes biais racistes, sur mes biais validistes, sur l'accessibilité pour les personnes sourdes, sur l'accessibilité visuelle, etc. Enfin genre... j'ai vraiment beaucoup évolué et merci pour ça. Enfin, c'est aussi grâce à ce podcast depuis un peu plus de 2 ans maintenant que je peux dire ça. Donc ouais,
juste merci à tous à tous et à tous pour votre soutien. Et on se retrouve à l'automne.